Saviez-vous que certaines des plus grandes stars de Hollywood ont été effacées de l'industrie du jour au lendemain? Imaginez passer de salles de cinéma complètes à être mis sur liste noire à cause d'un seul scandale. Hollywood est un endroit où les rêves se réalisent, mais c'est aussi là que les carrières sont détruites. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Rose McGowan a disparu après avoir dénoncé Harvey Weinstein? Aujourd'hui, nous allons parler des raisons les plus sombres pour lesquelles ces stars ont été bannies et pourquoi Hollywood ne leur a jamais pardonné. Charlie Sheen. Un seul appel téléphonique au début de mars 2011 a mis fin à la carrière de plusieurs décennies de Charlie Sheen au sommet de la comédie télévisée. À ce moment-là, il avait joué dans Two and a Half Men pendant 8 saisons, gagnant un record de 24 millions de dollars par saison et obtenant 2 nominations aux Emmy Awards. Sa carrière antérieure comprenait des rôles acclamés dans des films tels que Platoon et Wall Street. Pourtant, c'est la sitcom qui l'a rendu célèbre. Le 28 février, il a révélé dans The Today Show « J'ai une maladie », en se référant à son diagnostic de VIH, une révélation qui a captivé les gros titres mondiaux. En quelques jours, ses apparitions médiatiques erratiques sont devenues plus sensationnelles. Il se vantait d'avoir du sang de tigre et d'être sous l'effet d'une drogue appelée Charlie Sheen, un langage qui à la fois amusait et alarmait les fans. La goutte d'eau fut une série de répétitions manquées et d'éclats sur le plateau dirigé contre le producteur Chuck Lorre. Les cadres de la chaîne ont suspendu la production et engagé un conflit contractuel amer. À la mi-mars, l'émission est revenue avec Ashton Kutcher, remplaçant Sheen, mais les audiences ont chuté de plus de 20% lors du premier mois sans lui. Des règlements juridiques concernant des impôts impayés et un procès en 2012 contre Warner Bros. Ont encore drainé ses finances. Sa valeur nette est passée d'environ 150 millions en 2010 à moins de 20 millions en 2013. Les tentatives de se réinventer à travers une série de télé-réalités et une tournée de stand-up ont reçu un accueil mitigé. En 2014, son nom avait en grande partie disparu des programmes de première partie de soirée. Les studios l'ont déclaré inassurable, un risque qu'aucun réseau n'assumerait. L'effondrement d'une carrière bâtie sur le charisme et le sens du timing comique a souligné à quelle vitesse la perception du public peut changer. D'une superstar de sitcom à un paria de l'industrie, son histoire est devenue un avertissement sur les enjeux élevés de la célébrité. Mel Gibson. Un enregistrement audio divulgué en juillet 2010 a marqué le déclin brutal de la position de Mel Gibson dans le cercle élite d'Hollywood. Fraîchement auréolé d'un Oscar pour Braveheart en 1995 et de rôles à succès dans la franchise Lethal Weapon, il semblait intouchable. Cet été-là, des enregistrements d'une arrestation pour conduite en état d'ivresse en 2006 à Malibu ont refait surface, révélant des diatribes violentes incluant des insultes antisémites et des invectives racistes. Le contre-coup fut immédiat. Les studios ont mis de côté ou retardé les projets, y compris Very Bad Trip 2, et ont pris leur distance avec sa société de production. En septembre 2010, la Guilde des réalisateurs a refusé de soutenir son prochain film, invoquant des préoccupations concernant le financement et les relations publiques. Les organisations de remise de prix ont retiré leurs invitations et son nom a disparu des listes de nominations. Les excuses présentées lors des conférences de presse et les cours de gestion de la colère ont peu fait pour réparer les dégâts. Les groupes de défense ont appelé au boycott de ces films. Sa valeur nette, estimée à 140 millions en 2009, est tombée à 75 millions d'ici 2012, après les frais juridiques et les contrats perdus. Son retour à la réalisation avec Tu ne tueras point en 2016 a valu des éloges de la critique et 2 nominations aux Oscars. Pourtant, les grands studios sont restés méfiants. Les assureurs l'ont classé comme étant à haut risque, l'obligeant à rechercher un financement indépendant. Les annonces de casting après 2017 incluaient rarement son nom. L'acteur autrefois célébré pour incarner des héros est devenu emblématique de la position de tolérance zéro d'Hollywood envers les discours de haine. Son parcours, de cinéaste vénéré à paria professionnel, illustrait les conséquences durables des mots prononcés sous la colère. Monique. En février 2010, Monique a stupéfié l'industrie du cinéma en remportant l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Precious. Son discours de remerciement électrisant a célébré les femmes noires dans le cinéma, tout en laissant entrevoir des tensions plus profondes. 2 ans plus tard, elle refusa la tournée promotionnelle traditionnelle, invoquant la fatigue et la méfiance envers les exigences des studios. Elle prétendit que des dirigeants avaient menacé de lui retirer des rôles, à moins qu'elle ne se conforme à des plannings d'interviews épuisants et à des apparitions dans des émissions de fin de soirée. En 2017, sa critique publique de la structure de rémunération de Netflix a intensifié le conflit. Offerte 100 000 $ pour un spectacle de stand-up, elle a exigé un tarif comparable à celui de ses homologues masculins avec une audience inférieure. Les négociations ont échoué et Netflix a retiré son nom des projets futurs. Les initiés de l'industrie ont noté sa réputation de personne peu coopérative et risquée à assurer.
En 2018, sa présence à l'écran avait presque disparu. Sa valeur nette était passée de 6 millions en 2010 à moins de 2 millions. Elle a entrepris une tournée solo et a pris la parole dans des festivals pour défendre un salaire équitable. Les directeurs de casting ont confirmé que son nom n'apparaissait plus sur les feuilles de présence. Les comités de remise de prix l'ont exclu des bulletins, invoquant un manque de promotion. Une artiste autrefois très demandée est devenue un exemple de mise en garde du coût de la défiance. Son talent restait incontesté, mais sa carrière témoignait de l'équilibre précaire entre contrôle créatif et conformité à l'industrie. Rose McGowan. Vers la fin des années 1990, Rose McGowan s'était forgé une réputation grâce à des rôles audacieux dans des classiques de l'horreur et des drames avant-gardistes. Son tournant est survenu en octobre 2017 lorsqu'elle a accusé Harvey Weinstein de viol, déclenchant le mouvement MeToo. Son tweet le qualifiant de violeur a déclenché un flot d'allégations similaires. Elle a témoigné devant le Congrès en février 2018, exhortant à des protections juridiques plus fortes pour les survivants. La réponse d'Hollywood fut rapide. Son rôle dans une grande série fantastique s'est terminé en milieu de saison, et les réseaux ont discrètement retiré les épisodes de son personnage des plateformes de streaming. Son mémoire, Brave, sorti en janvier 2018, détaillait les menaces qu'elle avait reçues de la part des avocats des studios et des détectives privés. Les contrats de sponsoring se sont évaporés et sa valeur nette est passée de 4 millions en 2016 à moins d'1 million en 2019. Les festivals de cinéma ont annulé ses apparitions et les sponsors ont retiré leur financement des panels qu'elle a présidés. Les agents l'ont abandonnée, invoquant un risque pour leur réputation. Elle a lancé une fondation pour soutenir les survivants, mais lever des fonds s'est avéré difficile sans soutien d'entreprise. Les cinéastes évitaient de mentionner son nom lors des discussions de casting, craignant des réactions négatives. Une star qui prospérait autrefois grâce à la controverse a vu sa plateforme réduite par l'industrie qu'elle a contribué à dénoncer. Son exil soulignait la difficulté d'Hollywood à concilier responsabilité et profit. Isaiah Washington. La star d'Isaiah Washington s'est levée en 2005 lorsqu'il a rejoint le casting d'un drame médical révolutionnaire qui dominait les audiences. Son interprétation du Dr Preston Burke a reçu des critiques élogieuses et un public fidèle. En octobre 2006, un désaccord houleux avec un costard a culminé par une insulte homophobe qui a été entendue par des membres de l'équipe. En quelques jours, les dirigeants de la chaîne ont convoqué des réunions d'urgence. Washington a présenté des excuses à la télévision nationale en novembre, mais le dommage était irréversible. Dès le mois de mai 2007, il fut retiré de la série dans un final de saison dramatique qui laissa les fans indignés. Son départ coïncida avec une forte baisse des audiences. Sa valeur nette, estimée à 6 millions en 2007, tomba à moins de 2 millions en 2009 après la perte de salaire et les frais d'agent. Les offres de cinéastes indépendants ont apporté un soulagement minimal. Ses efforts publics pour défendre les droits LGBTQ en 2008 sont largement passés inaperçus auprès des directeurs de casting. Les initiés de l'industrie ont confirmé que les studios refusaient de risquer des controverses similaires. Son nom a disparu des nominations aux récompenses et des tournées de presse. Une carrière qui incarnait autrefois la diversité et la complexité en prime time est devenue un avertissement sur le pouvoir des mots. Son inclusion sur la liste noire a démontré la rapidité d'Hollywood à protéger son image au détriment du talent à long terme. Brendan Fraser. Brendan Fraser a captivé le public en tant que héros aventurier de la franchise La Momie en 1999 et 2001, rapportant plus de 200 millions de dollars par épisode dans le monde entier. Sa performance comique dans Georges de la Jungle a également renforcé son statut. En décembre 2017, il a publiquement révélé une agression sexuelle de 2003 par un membre haut placé de l'Association de la presse étrangère de Hollywood. Son témoignage en 2018 a conduit à des enquêtes internes et des démissions au sein de l'HFPA. Peu après, Fraser a remarqué une forte diminution des appels pour des castings. Les dirigeants de l'industrie ont évoqué des préoccupations concernant des litiges potentiels et une volatilité perçue. Son agent a confirmé que les budgets avaient été réduits ou redirigés. En 2019, sa valeur nette avait chuté de 60 millions à moins de 15 millions après les frais médicaux et la réduction du travail. Il a pris des rôles dans des drames indépendants, mais les blockbusters grand public sont restés insaisissables. Des blessures chroniques causées par des années à réaliser ses propres cascades ont nécessité plusieurs chirurgies et de longues périodes de récupération. En 2020, il est revenu sur le devant de la scène avec une performance nommée aux Golden Globes dans The Whale. Malgré les éloges des critiques, les studios restaient hésitants. Les assureurs le considéraient comme une responsabilité. Son nom apparaissait seulement dans les programmes de festivals et les projections à sortie limitée. L'acteur autrefois synonyme de succès au box-office estival s'est retrouvé mis à l'écart, rappelant que dire la vérité peut avoir un lourd coût professionnel. Chia la bouffe.
Shia LaBeouf a émergé comme un prodige adolescent avec des rôles dans Transformers et Paranoiac, collaborant avec des réalisateurs tels que Steven Spielberg. Sa performance dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal a mis en valeur sa polyvalence. En juillet 2014, il a été arrêté à Savannah pour ivresse publique et conduite désordonnée. Les années suivantes ont apporté des allégations de violence émotionnelle et physique par d'anciennes partenaires. En décembre 2017, l'actrice FKA Twigs a intenté un procès, l'accusant de violence sexuelle et d'infliction de détresse émotionnelle. Il est entré en réhabilitation et a présenté des excuses publiques. Les studios ont rapidement annulé des projets, y compris un biopic et un drame de guerre, en invoquant des clauses morales. Sa valeur nette, autrefois de 35 millions en 2015, a chuté à moins de 5 millions en 2019. Les cinéastes indépendants l'ont invité à des projets avant-gardistes, mais les budgets sont restés modestes. Les directeurs de casting ont confirmé que les assureurs refusaient de garantir des rôles principaux auxquels il était associé. Son nom a disparu des programmations des grands festivals. En 2021, ses seuls crédits étaient dans des installations artistiques et des courts-métrages autofinancés. Un talent autrefois au bord du superstar est devenu emblématique de l'intolérance de Hollywood pour les troubles juridiques et personnels. Sa carrière a servi de leçon sévère que la créativité ne peut pas toujours protéger des conséquences des actions privées. Amanda Bynes. Amanda Bynes est devenue une icône culturelle au début des années 2000 avec des émissions à succès sur Nickelodeon et des réussites au box-office comme Ce dont rêvent les filles. En 2005, son salaire dépassait 2 millions de dollars par film. En avril 2010, elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse dans un délit de fuite à Los Angeles. Au cours des 3 années suivantes, ses luttes avec la santé mentale sont devenues très médiatisées. En 2013, elle a été placée sous tutelle par décision de justice après des incidents, notamment marcher dans la circulation et publier des messages erratiques en ligne. Les studios et les chaînes ont invoqué son statut non assurable et ont rompu les contrats. Sa valeur nette est passée de 12 millions en 2012 à moins d'1 million en 2015 après des frais juridiques et des revenus perdus. Elle s'est inscrite dans une école de design de mode en 2016, mais est restée hors écran. Les tentatives d'audition en 2018 ont été bloquées par ses tuteurs. En 2022, la tutelle a pris fin et elle a exprimé son intérêt pour reprendre sa carrière d'actrice. Pourtant, les directeurs de casting restaient méfiants. Les initiés de l'industrie ont noté des préoccupations de responsabilité et de potentiels problèmes d'assurance. Son histoire a illustré l'équilibre précaire entre le talent et le bien-être personnel. La chute d'une jeune étoile brillante a souligné la vulnérabilité de la célébrité face aux crises de santé mentale. Armie Hammer. La percée d'Armie Hammer est venue avec The Social Network en 2010 et a culminé avec une nomination aux Academy Awards pour Call Me By Your Name en 2017. En janvier 2021, des messages privés sont apparus en ligne, alléguant des violences sexuelles et des fantasmes cannibales. Les accusations se sont répandues rapidement sur les réseaux sociaux et dans les médias grand public. Son agence de talent l'a abandonné en moins de 48 heures, invoquant des clauses morales. Les productions de Shotgun Wedding et The Offer ont été arrêtées. Sa valeur nette, estimée à 20 millions en 2020, est tombée à moins de 5 millions en 2022 après les frais juridiques et les pertes de salaire. Il est entré dans un programme de réhabilitation et a publié une déclaration niant tout acte répréhensible tout en cherchant un traitement. Malgré cela, les assureurs l'ont indiqué comme à haut risque. Les avis de casting l'ont marqué comme indisponible pour tout rôle impliquant de l'intimité. Des documentaristes indépendants l'ont interviewé, mais les studios grand public se tenaient à distance. En 2023, son nom apparaissait rarement dans les publications de l'industrie. La descente rapide d'un acteur nommé aux récompenses à paria professionnelles a mis en évidence la faible tolérance de Hollywood pour le scandale. Son cas est devenu un point de référence pour les studios renforçant les clauses morales et les exigences en matière d'assurance. Kevin Spacey. La carrière de Kevin Spacey a décollé avec 2 Oscars en 2000 et un rôle emblématique dans American Beauty. Son interprétation de Frank Underwood dans un drame politique en streaming lui a valu une reconnaissance internationale. En octobre 1997, Anthony Rapp l'a accusé de comportement sexuel inapproprié, datant de 1986. Spacey a présenté de brèves excuses et a affirmé ne pas se souvenir. En quelques jours, Netflix a suspendu la production de la 6e saison de la série et l'a retiré de tous les supports promotionnels. Son rôle dans un grand film historique a été réattribué à Christopher Plummer, nécessitant des reshoots coûteux. L'Académie a retiré son honneur pour l'ensemble de sa carrière et les grands festivals de cinéma lui ont interdit les apparitions. Sa valeur nette a chuté de 100 millions en 2016 à moins de 20 millions en 2019 après des règlements et des contrats perdus. Il a tenté un retour sur scène à Londres et en Italie, mais n'a pas trouvé sa place en Amérique.
Une industrie. Les directeurs de casting ont confirmé que les assureurs refusaient d'assurer tout projet le mettant en vedette. Un artiste autrefois célébré pour son art est devenu le symbole de la réponse rapide et décisive de Hollywood aux allégations. Sa chute en disgrâce s'est produite en quelques semaines seulement et a servi d'exemple frappant de responsabilité à une époque de surveillance accrue. Dorothy Kumungur. Le visage de Dorothy Kumungur a captivé le public pour la première fois en 1941 dans le rôle de Susan Alexander Kane, mais son nom est vite devenu synonyme de la purge la plus sombre d'Hollywood. Née le 24 décembre 1913 à Berkeley, en Californie, elle a été acclamée pour sa représentation brutale d'une chanteuse tourmentée dans Citizen Kane. Seulement 2 ans plus tard, un télégramme est arrivé des dirigeants du studio, l'accusant de sympathie communiste. En 1952, elle a témoigné devant la commission des activités anti-américaines de la Chambre et a refusé de nommer des collègues. Peu après, elle a fait face à des accusations de parjure liées à un scandale de paix à Los Angeles, bien que les preuves soient restées insuffisantes. En 1955, elle a été arrêtée sous l'accusation de vol à l'étalage d'un pot de crème pour le visage, et sa photo d'identité judiciaire a circulé largement dans les tabloïds. Les studios l'ont discrètement retirée des listes de casting et ont retiré son crédit des rééditions de Citizen Kane. Sa valeur nette est passée de $30 000 à quelques centaines seulement. Elle a dérivé entre des rôles mineurs sur scène et des petits boulots jusqu'à ce que des problèmes de santé l'obligent à sombrer dans l'obscurité. Ses amis se souvenaient de ses yeux hantés et de sa voix tremblante lors des soirées, où elle murmurait à propos de trahison et d'opportunités perdues. Elle est morte le 7 décembre 1971, seule dans son appartement, son corps non réclamé pendant des jours. Dans la mort, comme dans la vie, elle est restée une victime de la liste noire de Hollywood, motivée par la peur, son talent enfoui sous la suspicion. John Garfield. La voix rocailleuse de John Garfield résonnait autrefois dans les studios les plus prestigieux. Pourtant, en 1951, elle s'était tue. Né Jacob Julius Garfinkel le 4 mars 1913 à New York, il passa du théâtre de rue aux nominations aux Oscars pour Gentleman's Agreement et Body and Soul. Ses performances résonnaient d'une authenticité ouvrière et attirèrent l'attention des dirigeants de studio. En mai 1951, il a reçu une citation à comparaître du comité des activités anti-américaines de la Chambre et a refusé de répondre aux questions sur ses convictions politiques. Il a invoqué ses droits au titre du 5e amendement et est parti sous des gros titres tonitruants. En quelques semaines, il s'est retrouvé abandonné par son agence de talent et mis sur liste noire officieusement. Les offres ont disparu et le salaire qu'il commandait autrefois chez Metro-Goldwyn-Mayer s'est volatilisé. En 1952, il se plaignait de douleurs à la poitrine et du stress croissant causé par les batailles judiciaires. Le 21 mai de cette année-là, à l'âge de 39 ans, il s'est effondré et est mort d'une crise cardiaque. Les archives des studios ont révélé plus tard que les producteurs craignaient les risques d'assurance et l'ont poussé à se conformer. Son enterrement n'a attiré qu'une poignée de personnes en deuil, tandis qu'Hollywood passait à autre chose. Des décennies plus tard, des spécialistes désigneraient le destin de Garfield comme l'une des premières tragédies de la liste noire. Sa carrière et sa vie écourtées par l'hystérie politique, il demeure un symbole de talent sacrifié sur l'autel de la peur. Barbara Payton. Barbara Payton incarnait la promesse du Hollywood d'après-guerre, mais sa chute s'est déroulée sous les feux des tabloïds. Née le 23 novembre 1927 à Cloquet, Minnesota, elle éblouissait avec ses cheveux platines et sa présence vibrante à l'écran dans Kiss Tomorrow Goodbye, aux côtés de James Cagney. En 1951, elle s'est retrouvée impliquée dans un triangle amoureux sensationnel avec les acteurs Frank O'Tone et Tom Neal. Après une bagarre signalée devant un hôtel de Phoenix, son image est passée d'ingénue à celle d'aimant à scandale. Les cadres du studio l'ont jugée invendable, et son contrat avec Universal International a été résilié au début de 1952. Elle a épousé Tone le 28 juillet pour demander le divorce quelques semaines plus tard au milieu d'accusations publiques d'infidélité. La consommation d'alcool et de drogue a intensifié son comportement erratique. Des arrestations pour ivresse publique et conduite désordonnée ont suivi en 1953 et 1954. Sa valeur nette a plongé de $100 000 à presque zéro. Elle a eu du mal à trouver du travail dans des films de série B et des spectacles de burlesque résidentiels. À la fin des années 1950, elle avait subi de multiples chirurgies esthétiques pour tenter de retrouver son ancien glamour. En mai 1967, elle s'est effondrée dans son appartement et est morte d'une intoxication alcoolique aiguë à l'âge de 39 ans. Ces dernières années ont été passées dans la pauvreté et l'obscurité. La montée fulgurante et la chute dévastatrice de Barbara Payton restent un rappel frappant de la rapidité avec laquelle Hollywood peut rejeter même ses plus brillantes étoiles lorsque le scandale éclipse le talent. Jeffrey Jones.
Jeffrey Jones a autrefois prêté chaleur aux comédies familiales. Pourtant, en 2003, sa carrière a déraillé lors d'une seule comparution au tribunal. Né le 28 septembre 1946 à Buffalo, New York, il a charmé le public en tant que principal Rooney dans La folle journée de Ferris Bueller et a apporté de la nuance à des rôles dans Beetlejuice et Amadeus. Le 20 mai de cette année-là, la police a découvert des images explicites de mineurs dans sa maison de Los Angeles. Il a été arrêté et accusé de possession de pornographie infantile et de ne pas s'être enregistré comme délinquant sexuel. L'accord de plaidoyer qu'il a accepté en septembre 2003 prévoyait 18 mois de probation et une inscription à un programme de traitement pour délinquants sexuels. Les studios ont immédiatement rompu leurs liens et abandonné les projets en développement. Sa valeur nette est passée de près de 2 millions de dollars à moins de 100 000 après les frais juridiques et les résidus perdus. Les agences ont refusé de le représenter et les avis de casting ont exclu son nom. Les attachés de presse ont pris leur distance pour éviter toute association avec ces crimes. Il est retourné sporadiquement au rôle de théâtre dans de petites compagnies régionales, mais n'a trouvé aucun chemin de retour vers le cinéma ou la télévision. En 2010, son nom n'apparaissait plus que dans les registres criminels. L'acteur qui suscitait autrefois un charme comique devint une note de bas de page de mise en garde dans l'histoire d'Hollywood. Son exil soulignait la politique de tolérance zéro de l'industrie envers les infractions contre les enfants et l'impact irréversible d'une condamnation pénale. Fatty Arbuckle. Le rire de Fatty Arbuckle remplissait autrefois les cinémas muets jusqu'à ce qu'un scandale en 1921 transforme l'adoration en indignation. Né le 24 mars 1887 à Smith Center, Kansas, il devient l'un des acteurs les mieux payés de Paramount, gagnant $1 million par an. Le 5 septembre 1921, lors d'une fête à San Francisco, il a été accusé d'avoir agressé l'actrice Virginia Rappe, décédée 4 jours plus tard. Les 2 premiers procès pour homicide involontaire se sont terminés par des jurys sans décision. Le 3e, en avril 1922, l'a acquitté, mais le mal était fait. Le système des studios a révoqué ses contrats et lui a interdit d'apparaître à l'écran. La valeur nette de l'acteur est passée d'une fortune à rien. Il a adopté le pseudonyme William Goodrich et a travaillé derrière la caméra à la réalisation de comédies. Son nom a été retiré des supports promotionnels et des actualités filmées. En 1933, il s'est effondré dans sa chambre d'hôtel à New York et est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 46 ans. Le scandale a conduit à la création du code de production de Hollywood et à un héritage de censure. L'exil d'Arbuckle a marqué le premier grand bilan moral du cinéma américain. Son talent ne survit que dans des copies granuleuses et des souvenirs fanés. Un rappel de la rapidité avec laquelle une revendication peut être éclipsée par la controverse. Vanessa Marquez. Le parcours de Vanessa Marquez, de sa percée à la télévision à sa fin tragique, a révélé les jugements les plus sévères de Hollywood. Née le 21 décembre 1968 à Los Angeles, elle a été reconnue pour son rôle d'infirmière Wendy Goldman dans une célèbre série médicale au milieu des années 90. Son rôle a introduit les téléspectateurs à un personnage à la fois fort et vulnérable et lui a ouvert les portes pour des apparitions dans des séries acclamées. En 2000, elle a commencé à parler du racisme et de l'exploitation sur le plateau, citant les disparités salariales et le casting offensant. Elle prétendait que les studios se vengeaient en la supprimant des scénarios et en la mettant sur liste noire pour des rôles télévisés futurs. En 2004, elle se retrouvait incapable de décrocher des auditions malgré sa performance nominée aux Emmy Awards. Les luttes contre le trouble bipolaire et la dépression se sont intensifiées. Le 30 août 2018, la police a répondu à une vérification de bien-être à son appartement de South Pasadena et a tenté de désamorcer une crise. La confrontation s'est terminée par sa mort, abattue par les officiers. Aucune accusation n'a été portée après que l'incident a été jugé justifiable. Sa fortune avait diminué de plusieurs centaines de milliers à rien. Ses collègues se souvenaient d'elle comme étant passionnée et franche, mais notaient à quel point les studios coupaient rapidement les liens. Sa mort a suscité des débats sur les soins de santé mentale et l'intervention policière. L'exil de Vanessa Marquez de la télévision et ses moments tragiques soulignent l'échec de l'industrie à soutenir les artistes confrontés à des défis personnels et systémiques. Howard Rollins. La présence imposante de Howard Rollins brillait dans des rôles primés, mais son addiction et ses problèmes juridiques ont terni son étoile. Né le 17 octobre 1950 à Baltimore, Maryland, il a obtenu une nomination aux Oscars pour son rôle de Cole House Walker, Jr. dans Ragtime en 1981.
En 1983, il a été arrêté pour possession de cocaïne à Beverly Hills et est entré en cure de désintoxication. Les producteurs de sa série télévisée à succès l'ont renvoyé de la distribution en 1988 après des arrestations répétées liées à la drogue. Son salaire a chuté de 100 000 $ par épisode à haut, faible revenu alors que les offres disparaissaient. En 1992, il a été accusé de délits mineurs pour conduite sous l'influence de l'alcool et conduite imprudente. Sa réputation d'être peu fiable et non assurable s'est répandue dans les bureaux de casting. En 1995, il n'a réussi qu'à obtenir une poignée de rôles dans des films indépendants et des apparitions en tant qu'invité. Sa valeur nette a diminué de 2 millions de dollars en 1985 à moins de 50 000 $ en 1996 après les frais juridiques et les pertes de revenus. Le 8 décembre 1996, à l'âge de 46 ans, il est mort de complications du sida, exacerbées par des années d'abus de substances. Les initiés de l'industrie ont admis plus tard qu'ils craignaient une publicité négative plus que d'offrir du soutien. Sa dernière prestation est restée inachevée et largement invisible. L'exclusion de Howard Rollins des projets grand public a mis en évidence la réponse sévère de l'industrie face à la dépendance et à la maladie. Sondra Locke. L'ascension de Sondra Locke vers la célébrité aux côtés de Clint Eastwood a cédé la place à une bataille juridique amère qui l'a plongée dans un limbe professionnel. Née le 28 mai 1944 à Shelbyville, Tennessee, elle a été acclamée pour son rôle dans La Cœur est un chasseur solitaire, recevant une nomination aux Oscars en 1968. Sa relation avec Eastwood a commencé en 1975 et a produit plusieurs films à succès. Lorsqu'ils se sont séparés en 1989, elle a intenté une action en reconnaissance de droits conjugaux en alléguant des représailles émotionnelles et professionnelles. Le procès a révélé les dynamiques de pouvoir en coulisses et a affirmé qu'elle était mise à l'index par le cercle d'Eastwood. Les studios ont retiré son nom des réunions de développement et mis de côté les scripts qu'elle avait écrits. Sa valeur nette est passée de 4 millions de dollars en 1988 à moins de 500 000 $ en 1992 après les frais juridiques. Elle s'est tournée vers la réalisation d'un théâtre indépendant, mais a trouvé les financements rares. En 1995, ses seuls crédits étaient de petites apparitions à la télévision. Les critiques ont salué sa résilience, mais les portes du box-office sont restées fermées. Elle est décédée le 3 novembre 2018, à l'âge de 74 ans, d'un arrêt cardiaque. Dans la mort comme dans la vie, elle est restée une figure coincée entre le talent et les jeux politiques de l'industrie. L'exil de Sondra Locke a démontré comment des différents personnels avec des personnalités puissantes pouvaient anéantir des carrières du jour au lendemain. Corey Feldman. La célébrité de l'enfance de Corey Feldman dans les années 1980 a cédé la place à une mission que beaucoup à Hollywood préféreraient éviter. Né le 16 juillet 1970 à Los Angeles, il a joué dans The Lost Boys et Stand By Me à l'âge de 15 ans. En 2017, il a publié des allégations d'abus d'enfants répandues dans l'industrie et a nommé d'anciens dirigeants. Son documentaire Truth Be Told, sorti en 2019, détaillait des allégations d'exploitation sexuelle lors de fêtes de l'industrie. Feldman a affirmé que prendre la parole a conduit à un retour de bâton de l'industrie et à son bannissement. Il a dit que les agents ont cessé de répondre aux appels et que les studios ont refusé de le rencontrer pour des projets. Sa valeur nette est passée d'environ 2 millions de dollars en 2016 à moins de 500 000 $ en 2020 après les frais juridiques et les coûts de production. La collecte de fonds pour son organisme à but non lucratif soutenant les survivants d'abus a rencontré des difficultés sans sponsor d'entreprise. Ses apparitions publiques suscitaient à la fois soutien et hostilité. Les grandes chaînes ont refusé de diffuser son documentaire, invoquant des préoccupations de diffamation. Les projections indépendantes sont devenues sa seule plateforme. En 2021, son nom apparaissait rarement dans les actualités du divertissement grand public. L'acteur qui incarnait autrefois la rébellion adolescente s'est retrouvé mis à l'écart pour avoir exposé les secrets les plus sombres d'Hollywood. L'exil de Corey Feldman souligne le danger auquel sont confrontés les lanceurs d'alerte dans une industrie fondée sur le secret. Brittany Murphy. Le sourire lumineux de Brittany Murphy illuminait les écrans à la fin des années 1990. Pourtant, en coulisses, son monde se déroutait dans des murmures de trahison. Née le 10 novembre 1977 à Atlanta, en Géorgie, elle est devenue célèbre avec des rôles dans Clueless et 8 Mile à l'âge de 20 ans. En 2003, elle a épousé l'écrivain britannique Simon Monjack et a publiquement soutenu son placement sur liste noire, après qu'il ait été accusé d'avoir falsifié des documents pour obtenir des visas de travail américains. Des initiés de l'industrie ont affirmé que sa défense de Monjack a amené les studios à la considérer trop controversée pour l'assurer. D'ici 2006, les propositions de films ont diminué et ses demandes de salaire ont été rejetées. Elle s'est tournée vers des rôles d'invité à la télévision et le doublage, mais les budgets étaient minimes. Sa valeur nette est passée de 3 millions de dollars en 2004 à moins de 200 000 $ en 2008 après les frais juridiques et les dettes croissantes de Monjack. Le 20 décembre 2009, elle s'est effondrée dans sa maison à Los Angeles et est décédée d'une pneumonie, aggravée par une anémie et une intoxication par de multiples médicaments.
Monjack est mort 5 mois plus tard, dans des circonstances similaires. Les studios ont refusé de revisiter ses derniers films, et sa mort a suscité des théories du complot sur un acte criminel. L'industrie qui célébrait autrefois son talent traitait désormais son héritage avec prudence. L'exil de Brittany Murphy, des écrans hollywoodiens reflétait comment les alliances et les loyautés personnelles peuvent devenir des handicaps professionnels. Charlie Chaplin. L'exil de Charlie Chaplin a commencé bien après que ses comédies muettes aient conquis le monde. En 1940, son personnage iconique du vagabond avait fait de lui l'une des figures les plus riches et influentes du cinéma. Ses revenus dépassaient 3 millions de dollars par film et il contrôlait United Artists aux côtés de Douglas Fairbanks et Mary Pickford. Pourtant, pendant la Peur rouge, ses opinions politiques ont suscité des soupçons. En mai 1952, le service d'immigration et de naturalisation nouvellement inauguré a refusé son retour aux États-Unis après un voyage à Londres. Les responsables gouvernementaux ont cité des préoccupations concernant la turpitude morale et des sympathies communistes présumées. Chaplin s'est installé en Suisse à l'âge de 63 ans, jurant de ne jamais revenir. Sa valeur nette américaine, autrefois estimée à 30 millions de dollars, est restée bloquée derrière des barrières idéologiques. Il a continué à faire des films à l'étranger, y compris Un roi à New York en 1957, une satire du macartisme. En 1972, il a reçu un Oscar spécial pour l'effet incalculable qu'il a eu en faisant du cinéma l'art de ce siècle. Malgré cet honneur, il n'a jamais vécu ni travaillé à nouveau à Hollywood. Son nom a été retiré des contrats de studio et son image est rarement apparue dans des rétrospectives jusqu'après sa mort en 1977. L'homme qui a fait du rire un langage universel a terminé ses jours sous le ciel alpin, maître de son art, mais exilé de l'industrie qu'il a contribué à créer, Gail Sondergaard. Gail Sondergaard devint la première victime d'Hollywood de la liste noire en 1947. Née le 15 février 1899 à Litchfield, Minnesota, elle remporta un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1940 pour The Letter. Sa carrière comprenait des rôles mémorables dans The Thief of Baghdad et The Mark of Zorro. En octobre 1947, le House Un-American Activities Committee a publié une brochure la nommant parmi les communistes suspectés. Sans accusation formelle, elle a perdu son contrat de studio et a été sans ménagement écartée d'une épopée à gros budget de Cecil B. DeMille. En 1950, les offres disparurent et son salaire chuta de 3 500 $ par semaine à rien. Elle se tourna vers le théâtre régional et le travail radiophonique occasionnel, mais les apparitions à l'écran cessèrent. En 1955, elle déménagea en Angleterre pour chercher des rôles, mais n'en trouva aucun. Sa valeur nette s'est réduite à des économies modestes provenant de ses premiers succès. Lorsque la liste noire a pris fin dans les années 1960, les studios n'ont pas réussi à la réintégrer. Elle a fait une dernière apparition non créditée en 1979, mais la gloire de ses premières acclamations n'est jamais revenue. La chute de Gail Sondergaard illustrait comment une simple association avec des politiques de gauche pouvait effacer une carrière du jour au lendemain. Bill Cosby. Bill Cosby a autrefois régné en tant que papa de l'Amérique, gagnant des centaines de millions grâce à The Cosby Show et des spectacles de stand-up. En 2000, sa fortune nette dépassait 400 millions de dollars. Révéré pour son humour familial, il détenait des contrats pluriannuels avec de grands réseaux et sponsors. En décembre 2014, l'ancienne mannequin Andrea Constand a intenté une poursuite civile l'accusant d'agression sexuelle en 2004. Au cours des 3 années suivantes, plus de 60 femmes ont fait des allégations similaires. En avril 2018, il a été condamné pour agression indécente aggravée et a été condamné à une peine de 3 à 10 ans de prison. Les chaînes ont rapidement retiré les rediffusions de ses émissions et les plateformes de streaming ont supprimé ses spectacles. Les sponsors ont mis fin aux accords de licence et les éditeurs ont retiré ses livres. Sa fortune s'est évaporée en raison des frais juridiques et des redevances perdues, tombant à moins de 20 millions en 2020. L'Académie a annulé sa médaille présidentielle de la liberté. Sa peine de prison et sa disgrâce publique l'ont rendu inassurable et inemployable dans le divertissement. En juin 2021, sa condamnation a été annulée pour des raisons de procédure, mais l'industrie est restée distante. La star qui incarnait autrefois la comédie familiale est devenue un symbole de chute en disgrâce. Son héritage est irréparablement terni. Larry Parks. Larry Parks a atteint la célébrité en 1946 en interprétant Al Jolson dans The Jolson Story, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars et un salaire de 100 000 $. Né le 13 décembre 1914 à Olathe, Kansas, il a transformé ce succès en rôles principaux tout au long de la fin des années 1940.
En mai 1951, la commission des activités anti-américaines de la Chambre l'a convoqué pour témoigner sur ses affiliations communistes. Il a admis avoir été membre de groupes de gauche et a nommé des collègues. Malgré sa coopération, les studios le considéraient comme entaché. En 1952, son contrat avec Columbia Pictures a été résilié et les projets en cours de développement ont été annulés. Âgé. Sa paie hebdomadaire de 1 500 $ a cessé et les offres se sont taries. Il a tenté un retour à la télévision en direct, mais a trouvé les portes fermées. Sa valeur nette est passée de presque $1 million à moins de 100 000 $ en 1955, après les honoraires d'agents et les revenus perdus. En 1961, il fit un bref retour à l'écran, mais ne retrouva jamais le statut de premier rôle. Il est mort le 27 février 1975, à l'âge de 60 ans. Sa carrière a jamais marquée par l'hystérie politique. L'histoire de Larry Parks illustre comment même la coopération ne pouvait pas protéger les acteurs de la liste noire motivés par la peur à Hollywood. Sterling Hayden. La vie de Sterling Hayden a combiné des actes héroïques d'aventurier avec une défiance envers la guerre froide. Né le 26 mars 1916 à Montclair, New Jersey, il est devenu célèbre dans The Asphalt Jungle et le parrain des décennies plus tard. En 1951, il a témoigné devant la commission des activités anti-américaines de la Chambre, admettant une brève appartenance au Parti communiste dans les années 40. Il a donné des noms, mais a quand même fait face à des répercussions. Les studios ont réduit son salaire et l'ont retiré d'une épopée de Cecil B. DeMille. En 1953, il s'est retrouvé inassurable pour les rôles principaux et relégué à des rôles secondaires. Sa valeur nette a chuté de 200 000 $ à de simples économies des films précédents. Désillusionné, il quitta Hollywood pendant des mois, travaillant comme marin marchand. Il revint sporadiquement à la comédie dans les années 1960, sans jamais retrouver sa place en tête d'affiche. Ces dernières décennies furent marquées par des éloges pour des rôles de caractère, mais sans reconquête de son ancienne stature. Il est mort le 23 mai 1986, à l'âge de 70 ans. Son héritage est autant défini par sa position de principe que par ses performances à l'écran. L'exil de Sterling Hayden a souligné les coûts personnels de la conviction politique dans une industrie gouvernée par la peur.